Dialogue national inclusif comme moyen de résolution de conflits à la crise, quel regard prophétique? Problématique du changement de constitution, regard des défis à relever par la nation, quelle démarche entreprendre? Quel doit être le rôle de l'Église dans la résolution de conflits en RDC? Un message de la plateforme prophétique et charismatique du Congo. Et on va parler également du plan des Occidentaux contre la RDC et particulièrement l'Afrique. Pourquoi les guerres continuent-elles? Et quelles sont les différentes formes de guerres que nous avons dans notre pays et un peu partout dans les États africains? Comment nous sommes infiltrés jusque-là dans notre pays? En face de nous, un homme qu'on ne présente plus. Un homme qui est vraiment très connu, un serviteur de Dieu, le prophète Roger Baka. Encore une fois, comme d'habitude, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez de vous recevoir. Comment allez-vous? Oh, merci beaucoup. Bonjour Danzeng. Bonjour. Crois-moi que ça a toujours été un plaisir énorme pour moi d'échanger avec toi. Je crois que les amis qui nous suivent à la maison seront édifiés avec les différents points que tu viens de relever. Mesdames et messieurs, je m'appelle Roger Baka, je suis le moindre de tous. Le plus petit d'ailleurs de tous les serviteurs de Dieu. En accord avec Ésaïe 62, 22, vous n'avez qu'à vérifier. C'est un plaisir après beaucoup de temps. Après longtemps. Que je me retrouve avec toi encore sur Entre les lignes. Entre les lignes. Je propose à ceux qui nous suivent une émission qui va vous édifier. Merci beaucoup de nous prêter vos oreilles. Alors, prophète Roger Baka. Oui. Vous êtes un homme très accroché également aux questions d'actualité. Vous aimez beaucoup votre pays. Vous avez appris que le chef de l'État venait de lever l'option de convoquer un dialogue. Et c'est le cardinal qui l'a d'ailleurs annoncé après audience. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un homme de science, comment quel regard portez-vous par rapport à cette annonce de dialogue national? Merci beaucoup. Nous n'avions pas d'autre choix, si ce n'est d'emprunter le chemin du dialogue. Oui. D'ailleurs, vous savez, nos ancêtres nous ont légué cet héritage des palabres sous l'arbre. Le problème de la société était réglé sous l'arbre. On se mettait ensemble, il y avait une entrevue, il y avait une interview, il y avait un dialogue. Et aujourd'hui, que le chef de l'État puisse lever l'option sur le dialogue, je suis complètement content. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même que la population comprenne ce que c'est le dialogue. Pourquoi les dialogues? Et à quand? Est-ce que c'est important d'abord, un dialogue? Oui, mais c'est très important parce que le dialogue, voulais-je dire en soi, c'est du latin dialogueur. Et n'oubliez pas du grec dialogos. Ces termes indiquent ou désignent un échange de paroles. Cela désigne aussi un échange d'idées et d'informations entre deux ou plusieurs personnes. Mais attention, dans les dialogues, il s'agit fondamentalement d'une discussion ou d'une conversation qui vise à communiquer ou à confronter des points de vue pour résoudre un conflit. Il faut bien au départ, que chacun de nous maîtrise l'épicentre de ce qu'on appelle le dialogue. Parce que cet échange d'idées, d'informations entre deux ou plusieurs personnes, comme il en est le cas ici au Congo, nous devons retenir que fondamentalement, ça doit être une discussion ou une conversation qui vise à résoudre un conflit. Alors pour ceux qui sont avec nous à la maison, ils comprennent déjà que le dialogue peut être fait entre deux personnes, entre plusieurs personnes. Mais le fond du dialogue doit être quoi? Que tout le monde chante, tout le monde parle, tout le monde veut, tout le monde ne veut pas. Fondamentalement, ça doit être une discussion qui a pour but de résoudre un conflit. Et donc, il est important, pour ne pas quitter l'essentiel du dialogue sur le plan fondamental, définir quel est le conflit que nous voulons régler. Parce que fondamentalement, il s'agit, comme je le dis, d'échange d'informations
dans le souci de régler un conflit. Il faut que le mot conflit soit souligné dans la bouche de tous les Congolais. Nous devons définir quel est le conflit que la RDC a. Nous avons deux problèmes. Le premier, c'est le problème de la sécurisation de l'Est. Donc, l'Est doit être au centre de cette discussion, parce que fondamentalement, nous devons lever l'équivoque. Comment trouver la solution au problème de la guerre à l'Est? C'est ça le conflit, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce que nous appelons l'apaisement du climat politique à Kinshasa. Donc le climat dans la capitale par rapport aux opposants. C'est ça qui pose problème. Parce que nous nous réveillons un bon matin, c'est la marche aujourd'hui. Le lendemain, c'est le sitting. Les jours qui viennent après, et voilà. Ville morte. Ville morte. Maintenant, je regarde quand même du côté de ceux qui nous gouvernent. Je prends l'Union sacrée, le chef de l'État à la tête. Je prends l'opposition avec tous les amis. Pour ne pas aller très loin, nous avons une branche qui est la Cinco, qui elle aussi a demandé qu'il y ait dialogue. Bien sûr. Et donc, les trois partis en concertation sont là. Nous avons le gouvernement de la République à la tête, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons la Cinco à la tête en Bongo. Il suffit de Cholet et autres. Oui. Et nous, il ne faut pas oublier les églises de Reveil, avec l'archevêque Ejiba Yamapia, oui. Qui avec les CC aussi. Les CC. Et n'oubliez pas que l'archevêque Ejiba Yamapia, excusez-moi, il est le président de plateforme des confessions religieuses. Non, réunis au Congo. Toutes les confessions religieuses. L'Église catholique s'était retirée, rappelez-vous, à l'époque de l'élection de dernier Kadima. Voilà. Et donc, les Congolais doivent avoir cette information clairement. Et nous avons une autre partie qui est composée des opposants. Il faut citer ici Délice Sanga. Il faut citer ici Martin Fayoulo. Il faut citer ici Kabound ou Kabund. Il faut citer ici les autres. Moïse Katumbi. Matata Pogno, tous ces autres. Je vois Matata Pogno, je vois. Il y a aussi bien d'autres supplétifs que je ne voudrais pas minimiser ici. Oui. Vous aurez peut-être Bolo Joa, qui matin, midi, soir, réclame aussi qu'il y ait quand même une bémol qui doit être faite pour réparer sur le plan interne le climat politique. Exactement. Je cite Marlaï Vouvou pour ne pas le mépriser. Je cite France, lui, France, Kouzikoussa. Donc, ne minimisons personne. Moukibaï, tous ces gens. Mike Moukibaï, pour ne parler que de lui. Donc, il y a ces climats-là. Maintenant, Roger Baka vient pour dire ceci. Lorsqu'ils vont se réunir, la question est posée. Quelle est la solution qui en sortira par rapport à la sécurisation de l'Est? Il faut que ce dialogue nous apporte cette solution. Il faut, parce que sans cela, le dialogue n'a pas de raison d'être. Sinon, on aura encore passé du temps pour la République. Mais beaucoup pensent que ça sera juste une messe pour se partager le gâteau. Exactement. Les gens craignent que ça soit... C'est de là que je viens. C'est pourquoi j'ai dit, le dialogue doit nous amener... Je comprends le sens de l'hésitation des chefs de l'État. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi. Je comprends le sens du fait qu'il a pris longtemps pour accepter. En tant qu'opposant, vous savez, il faut que les gens le sachent. Nous avons aujourd'hui un président de la République qui a fait plus de 27 ans dans l'opposition. Il connaît toutes les manœuvres de l'opposition pour faire de la récupération. Le côté le plus difficile de ces mandats, c'est que vous avez un chef de l'État qui a travaillé dans l'opposition, qui connaît toutes les manœuvres possibles et comment les dissuader. Et donc, si nous n'avons pas l'objectif de régler la guerre de l'Est avec ces dialogues, nous allons faire passer du temps inutile au peuple congolais qui n'en ont pas besoin, parce que le peuple souffre déjà abondamment et énormément. Alors aujourd'hui, créer un dialogue, oui, c'est bien, nous sommes d'accord. Mais est-ce que ce dialogue permettra de trouver la solution au problème de la guerre à l'Est? C'est une question que la population doit se poser. Deuxième, cela permettra, est-ce qu'on va tranquilliser le climat politique? Parce qu'on ne peut pas se battre à l'Est, en même temps avoir une guerre à l'interne dans la capitale. Ces deux problèmes vont trouver des solutions. Je sens déjà qu'au niveau de Kinshasa, les différentes marches ont été suspendues. Bien sûr. Question de savoir, suspendu pourquoi? Pourquoi c'est suspendu? Ouais. Allez-y. Quelle était la réclamation de ces marches? Non au changement de la Constitution. Bon, si c'est non au changement de la Constitution, je pense que
Le chef de l'État n'a pas encore dit son dernier mot. Et d'ailleurs, à la Cour constitutionnelle, les sons ne fait que continuer. Alors pourquoi les opposants, si c'était ça l'objectif, arrêter le changement de la Constitution? Moi, je demande maintenant aux opposants, pour le peuple congolais et pour l'Église que moi je représente, quelle est la solution? Avez-vous arrêté le mouvement du changement de la Constitution? Sinon, mais alors pourquoi vous arrêtez la guerre? Écoute, je vais quand même dire des choses ici. Je crois que le pays doit avancer. Je suis d'accord avec les dialogues, mais je ne trouverai pas de solution pour le climat politique à Kinshasa. Je ne pense pas que ces dialogues vont apporter la solution au problème. Le problème qui est poursuivi, excusez-moi de le dire comme ça, très clairement, je ne pense pas que ces opposants poursuivent là une solution pour la nation. Je pense qu'ils cherchent leur propre solution. Et il faut qu'ils le disent, parce que j'ai suivi les rapports. Mais quand vous parlez d'opposants, vous faites allusion à qui? Parce que il y a... Je fais allusion, excusez-moi, à la Cinco. La Cinco, c'est aussi de l'opposition? Je vais te dire à la fin, tu vas comprendre. Je fais allusion aux amis, Martin Fayulu. Je fais allusion à Marc Kabound. Je fais allusion... C64. C64 entier. Et puis, souvent la RDC de Joseph Kabila, aussi vous faites allusion à lui. Mais bien sûr. Et oui, mais dites-moi maintenant, sur chaque point, je vais te dire pourquoi. Revenant de Bujumbura, mesdames et messieurs, ça peut vous énerver. Ça peut vous fâcher. Vous pouvez risquer de commenter tout sur moi. Mais rassurez-vous, il y a des gens qui sont en possession des informations que vous, la population, vous n'avez pas. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais dans la marche. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais dans les sittings. J'ai appris à gagner ma vie à la sueur de mon front, pas à la manipulation de la population. J'ai appris à travailler de mes propres mains pour nourrir mes enfants. Je ne profite pas de l'ignorance du peuple pour le manipuler, afin que demain, ils me hissent à la hauteur et que je les abandonne encore une fois et que la population soit encore dessus. Je suis en train d'informer à la population. Après ces dialogues, vous serez encore dessus. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons vu Ndayishimiye, le président burundais, recevoir les amis de l'opposition. Avez-vous posé la question? Il était question de quoi? S'il vous plaît, chère population, à l'étranger comme à Kinshasa, mettez de côté votre aversion, votre haine. Écoutez-moi attentivement. Le chef de l'État a accepté. Mais il semblerait que, pour l'amour du Congo, les amis qui sont allés, je dis bien, au conditionnel, à vous de vérifier. La plateforme d'église de Réveil aurait demandé 3 postes dans le dialogue. 3 postes. Il semblerait que nos amis de C64 auraient demandé des postes. Je citerai ici la primature. Je citerai ici le ministère de la Justice. Je citerai ici une mine appartenant à quelqu'un qu'on a confisqué, qu'on doit restituer. Mais, mon ami. Ah bon? Mais d'où tirez-vous tout ça, homme de Dieu, quand même? Bon, parce que ça questionne aussi. Hein? Bon, le Burundi n'est pas loin. Hein. Si on peut avoir des informations d'Israël, alors le Burundi qui n'est pas ici. C'est pourquoi certaines personnes me disent souvent, frère Roger, toi, tu as eu l'argent du pouvoir. Mon frère, va aller dans tous les sillages du pouvoir. Vous ne verrez jamais Roger Bakala dedans. Je suis un esprit libre qui travaille pour le salut du peuple. Et je crois qu'en tant qu'Église, j'ai le droit de dire à la population la vérité pour qu'ils arrêtent de se distraire. La souffrance congolaise, elle est déjà énormissime. Comment les gens peuvent vouloir le climat tranquille ici à Kinshasa quand chacun doit aller défendre son intérêt personnel? Nous devons rechercher le bien commun, pas des intérêts personnels. Mais je te le dis et je te le répète, qu'il semblerait que certains postes ont été demandés par les C64. Ils sont là, ils n'ont qu'à démentir ce que je dis. Mais combien de jeunes ils sont en train de drainer derrière? Combien de jeunes gens sortent de Tchango pour faire la marche, ne connaissant pas que ces gens cherchent leur propre poste? Ils ne sont pas sérieux alors? Bah, si, tu le dis déjà parce que toi tu es quand même sidéré d'apprendre des choses pareilles. Ça n'a pas été dit dans les rapports. Ils nous ont restitué un semblant d'information. Combien de jeunes gens sont morts, ils sont blessés à cause de marche? En fait, c'est de la manipulation.
Il faut que ça s'arrête. Vous avez besoin de fonctions politiques. Rapprochez-vous de l'union sacrée. Fréquentez les chefs de l'État. Présentez votre projet. Mais plutôt que d'aller dans un pays lointain pour aller soumettre des demandes selon lequel il faudrait qu'il y ait un certain partage du pouvoir et que probablement nos amis de Senko auraient demandé 3 postes, probablement ces 4 auraient demandé 7 postes, et parmi lesquels 3 ont imposé directement, et un ami condamné à la République ici pour Bukangalonzo aurait demandé lui aussi qu'on puisse lever toutes les mesures prises sur lui, mais finalement on va où? Jusqu'à quand ces peuples vont continuer à subir de mensonges de très haute envergure? Nous, vous savez, nous sommes dans les églises, papa. Est-ce que tu es déjà parti ici en Ndolo? Êtes-vous passé ici en Ndolo pour voir la souffrance du peuple congolais? J'aurais voulu que l'on s'attaque au chef de l'État, qu'on s'oppose à sa manière de gouverner, à la manière dont il gère la guerre. Oui, c'est bien beau parce que c'est lui qui nous gouverne. Mais drainer la population de jeunes gens qui viennent à peine de finir les études, des jeunes gens qui sont dans l'attente d'un avenir pour sauver sa maman, pour sauver son papa, pour sauver sa famille, vous l'amenez dehors. Et vous savez pertinemment que ce n'est pas pour son intérêt que vous l'amenez dehors. Je regarde ces jeunes gens qui nous suivent à partir de la maison. Frère, je suis comme vous, l'enfant d'une femme qui a souffert, l'enfant d'une mère qui a souffert, l'enfant d'une maman qui a vendu le maïs. J'ai bossé dur, j'ai travaillé pour être ce que je suis. Vous pouvez le devenir sans courir derrière les gens qui ont des intérêts mesquins. Je vous ai donné l'information. Mais homme de Dieu, parce puisqu'on en parle, voilà. Quel conseil donnez-vous au chef de l'État alors, au regard de ces informations-là que vous nous êtes en train de nous révéler? Est-ce qu'il doit nécessairement convoquer ce dialogue-là? Ou il doit mettre fin, il doit ne pas convoquer ce dialogue? Il doit convoquer le dialogue. Ça permettra aux jeunes Kinois de découvrir quels sont les leaders politiques opposants qu'ils ont suivis. Mais l'intérêt du peuple, ça sera quoi donc? Ça sera l'apprentissage démocratique. La population va comprendre maintenant qu'il ne s'agit plus question de sortir dehors. Si ces gens nous disent de sortir, nous ne sortirons pas. Si ces gens nous disent d'aller faire le marche, nous ne ferons pas le marche. Parce que, 1, leurs enfants ne sont pas ici, ils étudient très bien à l'étranger. 2, ces gens ne visent pas l'intérêt commun. Ils ont, vous imaginez, c'est le chef de l'État, le président de la République. Il est là. Je suis désolé, vous allez demander, on vous dira qu'il n'a jamais mis Baka, il n'a jamais vu Baka venir demander quelque chose. C'est parmi les têtes pensantes de la nation. Je suis aimé, apprécié par beaucoup de conseillers. Peut-être que lui-même aurait une fois suivi. Mais je fais une émission sur le plateau de Télénews. C'est avant que le dialogue ne se fasse. Je dis les mêmes choses. Je dis, ouvrez les débats sur le dialogue et vous verrez ce que deviendra l'opposition. Que dire alors de nos amis qui sont de l'autre côté? Nanga, voilà, les Kabila et les autres. Que faire avec eux? Comment faire pour, mon ami, pour qu'ils déposent les armes? Ils ne vont pas déposer les armes parce que il y a une intelligence que plusieurs ne cherchent pas à comprendre. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sursauts technologiques de l'Europe, de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la grande domination mondiale. Le bicéphalisme, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons une gestion bicéphalique du pays. Ou du monde, voulais-je dire. Il y a autrement ce que nous appelons le BRICS. Oui. Il y a l'OTAN avec l'Union européenne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, les nations qui vont entrer en possession de certaines ressources vont devenir les puissances mondiales. Il y a ce que vous entendez à la télévision, les minéraux critiques, commerciaux et militaires. C'est-à-dire, il y a des domaines que nous devons nécessairement savoir. Dans l'électronique, on utilise le cobalt. Le cobalt, c'est un minerai rare. Oui. Très puissant pour la transition écologique. Mais pour que vous puissiez avoir le cobalt, vous devez prendre le contrôle des réserves du cobalt, là où ça se retrouve en grande quantité. Parce que nous sommes le premier producteur mondial du cobalt. La RDC possède la plus importante réserve du cobalt au monde, située principalement dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba.
Le coltan qui est utilisé dans l'électronique, plus de 50% des réserves mondiales, est dans le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Je reprends. Le coltan, le colombo tantalite, oui. Nous avons 50% des réserves mondiales, principalement localisées dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Posez la question, quel est le peuple qui habite le plus au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu? Les Banyamulenge. Demandez aux Banyamulenge, quelle est la langue que vous parlez? Quand vous dites que je suis Mouswahili, quelle est la langue que vous parlez? Swahili. Vous êtes Muluba, quelle est la langue que vous parlez? Chiluba. Vous êtes Mukongo, quelle est la langue que vous parlez? Le Congo. Donc, la langue est identifiée à la dénomination du peuple. Mais quand vous dites Munyamulenge, il parle quelle langue? Kinyarwanda. Est-ce que vous comprenez un peu cette chose? Comment un peuple qui a une langue étrangère va habiter une terre et s'identifier à cette terre? Le mécanisme a été déjà déclenché. Cela consiste à créer des zones de trouble. C'est là où on va parler à la fin, le plan des Occidentaux pour balkaniser et exploiter illégalement le minerai congolais. Il faut créer des zones de trouble. Après les zones de trouble, il faut la dépopulation. Il faut décimer, éliminer, créer des zones de tension, des zones tampons, des zones que la RDC ne saura pas contrôler. Et ce plan, qui a élaboré ce plan-là? Ça vient justement. Oui. Comment maintenant exploiter la terre congolaise si vous n'avez pas des Congolais avec vous? Il faut avoir des Congolais. Voilà pourquoi, pour endormir l'opinion internationale, il faut donner l'argument, c'est une guerre congolo-congolaise. Quand est-ce que ça devient congolo-congolaise? C'est lorsque les citoyens congolais vont se prêter aux manœuvres des Occidentaux pour l'exploitation des minéraux congolais critiques, commerciaux et militaires. Aujourd'hui, quand vous parlez du nucléaire, mais c'est l'uranium enrichi. Où se trouve l'uranium enrichi en République démocratique du Congo? Toute la partie est là. C'est la réserve mondiale. Maintenant, comment ils s'y prennent comment? Chaque élection constitue un moment de recrutement des mécontents. Quand vous faites les élections, il y a des mécontents. Comprenez que le Rwanda, c'est une technique utilisée par les Occidentaux depuis belle lurette. Pour attaquer la Côte d'Ivoire, on utilise le Burkina Faso. Pour exploiter le café et le cacao ivoirien, on utilise le Burkina Faso. Donc le Burkina Faso peut devenir à la minute premier producteur de café arabica. Mais regardez au Burkina Faso, il n'y a pas de café arabica. Les plantations n'existent pas. Donc, vous comprenez aujourd'hui que votre voisin, c'est la personne pivot que l'étranger peut utiliser pour faire sortir le minerai de manière illégale. Aujourd'hui, le Rwanda est classé parmi le pays premier producteur de certains minéraux congolais. Comment vous pouvez expliquer cela? Et pour faciliter la transition et le passage, on sollicite Nanga. On sollicite et d'autres personnes que je vais éviter de citer les noms pour ne pas perturber l'essence de l'émission. Ce sont deux personnes qui tout simplement ont été recrutées pour faire de personnes qui vont faciliter la sortie illégale, illicite des minéraux congolais. Donc ils travaillent pour le compte du Rwanda, ils travaillent pour le compte des Occidentaux. La guerre ne finira pas par là. Ce n'est pas les dialogues qui vont mettre fin à la guerre. Vous savez d'ailleurs dernièrement, mes amis, et permettez-moi de vous le dire, on a dit qu'on devait mettre fin au M23, le mouvement du 23 mars. Vous avez suivi la réponse directe de Kagame. Il dit éliminer le M23, c'est porter atteinte à la survie du Rwanda. Donc vous comprenez que cette guerre, ce n'est pas une affaire du président de la République. C'est une guerre purement commerciale où il faut exploiter les Congolais contre les Congolais afin de faire sortir le minerai. Parce que dans les 20 ans, dans les 30 ans qui suivent, les nations qui vont entrer en possession des minéraux que j'ai cités ici, là, que je n'ai pas fini, le lithium, le cobalt, le cuivre, le colombo-tantalite, tous ces éléments-là, si les puissances extérieures peuvent facilement exploiter ces minéraux, d'ailleurs, sur le plan commercial, je vous livre le secret. Ces minéraux sont appelés critiques et commerciaux. Pourquoi dans Zeng?
Oui. Parce que la population, le gouvernement congolais ne va pas bénéficier. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas bénéficié de ces minéraux. Des sorties et des sorties de quantités de minéraux. Le peuple congolais dans la souffrance la plus totale. Plus de 20 ans, j'ai dit plus de 20 ans. C'est-à-dire que depuis le régime passé, le minerai sortait. Ces minéraux sont appelés des minéraux stratégiques commerciaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, les nations qui en font le stock, par exemple le Rwanda, par exemple les Occidentaux, le batterie des portables, la voiture électrique, toutes ces histoires-là dépendent totalement du minerai congolais. Voilà. Alors, si le stock est constitué, le pays qui fait le stock de tous ces minéraux peut influencer le prix de ces minéraux sur le marché. Donc, ce n'est plus le Congo qui décide, c'est ceux qui en font le stock qui vont décider. Ça, c'est de 1 sur le plan commercial. Mais quel est le danger sur le plan militaire? Toutes les nations n'ont pas des bombes nucléaires. Non. Bombes nucléaires. Rassure-moi, je te les rassure, pas toutes. On peut les citer ici, mais ça ne sera pas plus de 10 que je connais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant sur le plan militaire? Sur le plan militaire, il y a des minéraux, si vous faites les stocks, ça peut vous aider à la fabrication d'une bombe nucléaire et cela peut influencer le positionnement stratégique mondial en termes de pays considérés. Vous imaginez qu'on nous laisse faire le stock de l'uranium enrichi en République démocratique du Congo, que nous développions la technologie de la fabrication du nucléaire. Tout de suite, on ne parlera pas de... C'est aussi ça la guerre, le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Je t'informe maintenant que le même États-Unis date, oui, je voulais dire en anglais, avec qui on a signé les contrats. Oui. On signait aussi un contrat avec le Rwanda. Ça s'appelle le contrat nucléaire. Le Rwanda aura l'uranium enrichi ou pour fabriquer une bombe nucléaire. Donc, ouvrez grandement les yeux. Le Congo vous appartient. Le Congo de demain, c'est nous. Est-ce que vous avez l'information? Voilà pourquoi la guerre numérique continue à exister. Il y a des Congolais qui soutiennent les positions du Rwanda. Moi, ça m'étonne. Je leur pose la question. Journalistes, prestataires de médias, politiques, je dis, mais ça me dépasse. Est-ce que vous avez l'information sur le Congo? Quand on arrivera à la fin, je te dirai sur le plan, j'en parlerai plus. Mais je m'arrête là pour te dire que sur le plan militaire et sur le plan commercial, cette guerre n'est pas politique. Il faut que nous mettions en place des autorités politiques qui comprennent ces informations et qui mettent des stratégies pour finir une fois pour toutes la problématique de la guerre à l'Est. Si c'est le dialogue, je peux vous rassurer. D'accord. Ça n'amènera rien parce que ces gens finiront par être nommés bientôt. Et ils vont se disperser, d'ailleurs, ils vont se chamailler entre eux. Ils vont se donner des coups mutuels. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt commun. Ouf. C'est fort, hein? C'est vrai. Mais vous allez les découvrir dans la suite des temps. Bon. D'accord. On va prendre un autre aspect. Yeah. Homme de Dieu, quel peut être le rôle de l'Église? Les rôles de l'Église dans la résolution de conflits en RDC, particulièrement de l'Est? Bon, c'est une très belle question. Mais la réponse à cette question est biblique. Ah bon? Parce que ce n'est pas l'homme qui définit la mission ou le rôle de l'Église. Okay. L'Église a une vocation, vocare, c'est que l'Église est appelée à devenir. Quand je parle de l'Église, je ne vois pas de bâtiment. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Okay. L'Église, je parle des clés. Clés. Dans la métaphore que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église. Mon Église, oui. Je te donnerai les clés. C'est-à-dire les clés, ce sont des objets métalliques qu'on nous plaçons dans des serrures pour ouvrir les portes. Donc aujourd'hui, le monde entier connaît beaucoup de problèmes, des difficultés en termes d'environnement, des difficultés en termes économiques, des difficultés en termes de stabilité politique. Les chrétiens deviennent la clé. C'est le moment où Dieu veut donner à l'Église la valeur. J'informe aux chrétiens qui sont en train de courir derrière le païen, qui n'ont pas le Saint-Esprit pour le diriger, que vous êtes en train de commettre une erreur grave. C'est justement votre saison. L'âge d'or de l'Église, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que dans le livre de Timothée, par exemple, vous verrez, on a écrit, sachez que vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Maintenant, dans l'ensemble de ces temps difficiles, l'Éternel va utiliser des chrétiens dignes de ce nom, comme des porteurs de solutions aux problèmes. C'est pourquoi on dit, vous êtes les clés. La serrure, c'est la nation. Donc, la nation qui a des problèmes,
verra l'introduction des chrétiens dignes de ce nom et l'Église atteindra son âge d'or. Comme dans les temps passés, mon frère, il y a eu beaucoup de problèmes. David, fils serviteur de Dieu, il a résolu le problème de la guerre. Là où le roi n'a pas pu. Goliath faisait la guerre aux enfants d'Israël, du genre Kagame, qui est en train de nous toiser, de nous provoquer chaque fois. Dieu sortira un chrétien. Ce chrétien ne sera peut-être pas sur le plan politique. Il sera peut-être sur le plan militaire. Vous aurez des officiers supérieurs chrétiens qui vont refuser la corruption. Parce qu'il faut comprendre que le chèque de la guerre congolaise n'est pas une question de stratégie, n'est pas une question de force des armées, n'est pas une question de la faiblesse des militaires, mais c'est la trahison au sein de l'armée. Nous devons avoir des colonels pasteurs. Nous devons avoir des généraux, stratégie des terres. Chrétiens, serviteurs de Dieu. En ce moment-là, lorsque nous aurons renouvelé, régénérer l'esprit des autorités militaires, c'est alors que James Kabarebe sera à la rencontre d'une nouvelle élite militaire qui ne sera pas, comme il a dit, l'âme congolaise est corrompue. Nous avons un grand travail à faire. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont les officiers supérieurs, tout ça. Nous avons besoin de cette régénération-là. Et alors, je dis ici, par rapport à ta question, pour répondre en termes de synthèse, nous allons lire le livre de Ésaïe, qui est un prophète dont le nom signifie l'Éternel est sauveur, dans le chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous lisons le chapitre 2, le verset 1 à 2, et nous sortons dans 4. Voilà ce que dit le livre d'Ésaïe. Oui. Vision du royaume messianique. Nous traversons les temps messianiques. Et Congo est une nation avec un destin messianique prophétique très grave, très profond. Un jour, on prendra le temps d'en parler. Mais regardez ce que dit la Bible. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. 4. Rôle. Il sera le juge des nations. Donc actuellement, ne dites pas aux pasteurs de ne pas s'impliquer dans les dialogues parce qu'on veut voler encore pour 20 ans, pour 25 ans, l'avenir du peuple congolais par des personnes déjà identifiées. Donc les pasteurs ne s'impliquent pas dans le dialogue. Ils doivent s'impliquer. Ah, okay. Parce qu'ils doivent être les juges des nations. Vous savez, si aujourd'hui le peuple se mettait à souffrir, si aujourd'hui un gouvernement d'union nationale sortait où les opposants qui se sont plaints, qui ont gagné la confiance de la population, sont encore nommés comme les députés qui ont oublié les bases, qui ne rentrent plus là où on les avait élus, qui ont trompé la population avec le pagne. Nous avons prêché. Faites attention sur vos choix. Ils portent entre leurs mains votre avenir. Les gens n'ont pas écouté. Souvent, c'est à l'église qu'ils viennent pleurer. Et remarquez bien, si vous n'avez pas fait cette enquête, 90% des requêtes formulées par les Congolais dans les églises, ce sont des requêtes qui relèvent de la compétence de la gestion de l'État. Mais les pasteurs sont obligés de donner argent. Ils sont obligés d'assister loyer. Ils sont obligés de donner nourriture. Mais cela ne relève pas de la compétence de l'église. Donc, ils doivent s'impliquer pour préserver l'avenir du peuple congolais. Juge des nations, jugez. Quand vous écoutez l'opposition, dites-leur là où il y a la vérité. Quand il y a les mensonges, dites-leur là où il y a les mensonges. Romains 13 ne s'oppose pas, car toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Vous sentez que le gouvernement, la gestion actuelle de ceux qui sont avec nous, avec les autorités, ils ne vont pas dans le sens de la réglementation des soucis et des besoins congolais. Dites-les-leur. Et dans cette réunion, il sera question de dire, vous êtes venus ici avec vos intérêts personnels. Qu'est-ce que le peuple gagne? Parce que dehors, ils attendent des solutions par rapport à la famine qui bat son plein. Ils attendent des solutions par rapport aux infrastructures routières. Le peuple qui est là dehors, ils attendent des solutions par rapport au ménage, au salaire, au loyer. Mais vous nous amenez des choses qui n'ont rien à voir avec eux. Et si vous avez des fonctions? Le problème, c'est ça. C'est là où il y a les problèmes. La population ne comprend rien. Et la population suit bêtement, aveuglément, ces autorités politiques qui, une fois, auront obtenu ce qu'ils demandent. Vous ne le verrez plus. De tristes mémoires, je m'excuse pour le dire. Je connais un leader de l'opposition aujourd'hui dans l'Union sacrée. Lorsqu'il a fait des bruits, il a même fait la guerre.
s'il peut me comprendre les soucis que je porte dans mon âme. Combien de militaires, combien de pères de famille sont tombés dans cette guerre, qui ont cru en lui. Mais à la fin, il est nommé. Et c'est lui qui nous a dit un jour, dites au peuple congolais, Mama Boy Bisabana Nabino, si vous sortez dehors, nous allons les tuer. Encore une fois, on va tomber encore dans des situations de gens qui attaquent les chefs de l'État. Vous savez la souffrance des chefs de l'État, c'est que quand tu recherches le pouvoir, tu peux miroiter la population. Quand tu veux devenir président, tu peux proposer des choses pour alléchantes. Mais lorsque tu deviens cette autorité-là, plus question de flatter le peuple. Il faut leur donner ce que tu as promis. D'accord, homme de Dieu, on doit avancer. Puisque... Je t'en prie. D'accord. Puisque, au moins tu as compris, l'Église doit être là comme juge des nations. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Mais comment expliquer ces conflits aussi parmi l'Église? Les divergences d'opinion parmi l'Église. Vous avez d'un côté l'Église de réveil qui dit, en tout cas nous voulons changer la Constitution. Il faut qu'on change la Constitution. D'un autre côté, vous avez un Cholet qui, après les rencontres des évêques, et disent il n'y a ni opportunité, ni nécessité, ni importance de toucher à la Constitution, parce que changer la Constitution aujourd'hui, ça va carrément conduire à la balkanisation. Comment expliquer que l'Église ne parle pas d'une même voix? Bon, écoute, le pasteur, les hommes de Dieu, qui sont des hommes citoyens du Congo, oui, peuvent débattre sur les grandes questions d'intérêt national. Okay. Ouais, c'est logique. C'est logique, oui. Ce qui tue la démocratie, ce n'est pas le débat. Oui. Nous autorisons à la CENCO de prendre cette position. C'est reconnu constitutionnellement. Je ne sais pas trop évoluer là-dessus. L'article 23 en parle clairement. Ils peuvent discuter sur les grandes questions d'intérêt national. Mais ils ne peuvent pas porter une coloration politique. Mais eux disent pas de changement de constitution. Ils ont pris une position. Mais justement, c'est ça que vous ne pouvez pas. Parce que l'Église est l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Vous avez suivi la finale avec beaucoup de déceptions argentine contre Espagne. Vous êtes un Argentin, vous avez soutenu l'Argentine. Bon, un homme de Dieu ne doit pas avoir de coloration sportive. C'est moi, quand l'Espagne marque, j'ai dit wow. Et quand l'Argentine marque, j'ai dit wow. Alors les gens me posent, pasteur, tu soutiens qui? J'ai dit, je soutiens tout. Parce que mon peuple est dans tout. Donc il faut éviter justement ces positionnements politiques. Vous ne pouvez pas. Et surtout, le danger, c'est quoi? C'est que lorsque vous collaborez avec un opposant qui vous utilise comme pasteur porte-parole, je prends le cas de la CENCO, qui défendent la cause de Nanga, de Kabila, de tout ce monde. Ah bon? Ben, bien sûr. Ils défendent la cause de Nanga, de Kabila. Ils veulent qu'il soit là dans le débat. Ils veulent qu'il soit là dans le dialogue. Je ne sais pas si je me trompe. Bien sûr. Même l'opposition congolaise ici, de C64, j'aurais suivi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, je n'affirme pas. Ils auraient dit qu'on ne peut pas exclure Nanga, on ne peut pas exclure Kabila. Ils l'ont dit effectivement. Mais alors, comment ils peuvent avoir cette position? Ils doivent être des patriotes. Ils doivent être les arbitres qui n'ont pas de coloration en termes de vêtements. Comment ils peuvent? Même c'est des églises qui prennent position qu'il faut ne pas changer la Constitution. En tant que citoyen, je vous autorise. Mais en tant que serviteur de Dieu avec une déontologie et une éthique, comment vous pouvez avoir une position politique? Moi, je suis passé dans des émissions où les gens m'ont harcelé. Toi, tu es de quel côté? Tu es du côté de l'opposition. J'ai dit non, mais il faut monter une plateforme qui puisse être au centre, qui défende les intérêts de la population et qui est neutre. S'il faut promouvoir, il va promouvoir Jésus-Christ de Nazareth. Mais s'il faut débattre, il dira à chacun sa part de vérité. Donc, en tant que citoyens, nous les concédons, selon l'article 23, mais nous leur demandons d'essayer de privilégier l'intérêt spirituel, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas avoir une coloration. Un homme de Dieu ne peut pas dire oui, changeons la Constitution, et l'autre ne peut pas dire non, on ne touche pas la Constitution. Non, un homme de Dieu est censé dire pourquoi vous ne voulez pas qu'on change la Constitution. Un homme de Dieu est censé dire pourquoi voulez-vous que l'on change la Constitution. Alors, là où deux voix ne s'entendent pas, la troisième voix qui est la voix de l'Église, justement, elle viendra pour construire. Justement, homme de Dieu, parlons de cette troisième voix. Ok. La troisième voix, PVCC. VPCC. VPCC. Vision prophétique, charismatique du Congo. Avec son excellence le président Jean-Charles Motondo, que je salue. D'accord. Pourquoi cette plateforme? Oui, justement, c'est à l'issue de ces débats que nous venons d'avoir avant, que moi personnellement, je me suis décidé. J'ai dit, bon, écoutez, la politique de la chaise vide ne paye pas.
Je ne peux pas être du côté de l'opposition, je ne peux pas non plus être du côté du pouvoir. Je préfère que nous mettions en place une plateforme patriotique, pas seulement confessionnelle, patriotique pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. Si l'autorité publique décide quelque chose et que la base de la population refuse, la plateforme a reçu mandat de se rapprocher de la population, de prendre les décisions de l'autorité politique, d'analyser, de réfléchir pour mettre ensemble tout ce peuple. Nous refusons, nous, que nous puissions saboter la paix. Nous refusons, nous, que nous puissions saboter le semblant le plus petit de la petitesse de la démocratie avec le cycle électoral qui a quand même été respecté, quelles que soient les conditions dans lesquelles les choses se sont faites. La VPCC souhaite être la troisième voie. Comme le dialogue viendra là. Nous ne viendrons pas comme des gens qui viennent demander 3 postes. Nous ne viendrons pas, si Dieu le permet, demain, comme des gens qui viennent demander 5 postes. Vous ne voulez pas prendre part au sous-dialogue. Mais écoutez, face aux gens qui demandent des postes, face à un gouvernement qui est détenteur de postes, mais il doit y avoir des gens qui défendent l'intérêt de la population. C'est ça justement le bien fondé de la VPCC. La vision prophétique et charismatique du Congo dit aux uns, si vous faites la guerre pour promouvoir vos intérêts personnels, cela ne viendra pas, cela n'arrivera pas. Si vous êtes en train de faire l'opposition professionnelle pour la rentabilité économique, mettez-vous en tête que la nation vous demandera des comptes. Et je suis content, parce que dans les dialogues, enfin, le chef de l'État a dit, toutes les personnes qui sont impliquées dans des problèmes de justice ne peuvent pas participer, il ne faut pas vivre l'absolution. Ah non, mon frère, vous avez tué, vous savez, aujourd'hui, à Ituri. Mais le qu'on dit inclusif. Mais l'inclusion, c'est quoi? L'inclusion ne veut pas dire que vous devez mettre tout le monde là parce que vous devez inclure tout le monde. L'inclusion veut dire en termes de raisons, de manière raisonnable. Tout le monde doit être là. Il ne faut pas mettre de côté la raison pour y aller aveuglément. Je vous pose la question. Il y a 17 personnes, à moins que je me trompe. Oui. Aujourd'hui, ils sont morts à Ituri vers à Mombasa. Parce qu'il y a des gens qui servent l'intérêt du Rwanda, qui n'est rien d'autre. Une guerre expansionniste. Depuis, le Rwanda a toujours voulu nous prendre quelques villages. Je connais des prêtres catholiques, pour vous qui n'avez pas l'information, du Rwanda, qui ont informé qu'il y a des villages qu'ils ont pris chez nous, qui les appartiennent. Si vous ne le savez pas. 2 prêtres catholiques rwandais l'ont dit. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je salue mon collègue Cholet. Je salue mon collègue Ambongo. Pourquoi vous n'avez pas contredit cette information? Pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour dire à ces prêtres catholiques qu'ils doivent rester comme l'arbitre des nations? Silence radio. Je crois, si le chef de l'État entame cette histoire de dialogue, sans se laisser accompagner par une voix neutre, qui sont capables de rendre à la population et dire, stipuler, que tout celui qui vient pour la pacification, la consolidation, le dialogue ne doit pas exiger de fonctions politiques. Par conséquent, ceux qui seront là pour défendre l'intérêt de la population ne doivent rien réclamer en termes de fonctions politiques. Vous verrez ce jour-là combien vont refuser de participer pour dire que nous n'allons pas venir au dialogue. Il s'agit essentiellement de manière superfétatoire, sans que les gens disent la vérité. Les gens sont en train de sentir que nous risquons d'avoir un changement de la classe politique et ils ne vont pas se retrouver. Voilà pourquoi j'exige et je demande, pour l'intérêt supérieur de la neutralité, qu'il y ait des gens qu'on va inviter personnellement comme des arbitres. Parce que si le pouvoir, après les dialogues, accuse l'opposition, certaines personnes diront « Ah non, vous n'avez pas voulu du dialogue ». Mais si l'opposition accusait aussi les gens du pouvoir, on dira effectivement, encore une fois de plus, le chef de l'État nous a menti. Il faut à tout prix préparer une classe qui seront là comme de 7 mois pour retracer la vérité à la population. Et c'est à cela que le peuple doit croire. D'accord. Mais c'est quoi l'objectif des PVCC? VPCC. Lorsque 2 voix s'opposent, là, vous l'avez déjà dit. La 3e voie vient pour construire. Alors, la VPCC a en son sein les gens de plusieurs domaines. Il y a la société civile,
il y a les confessions religieuses et non les sociétés non confessionnelles. Il y a l'église, il y a des architectes, il y a des artisans, il y a toute personne qui sent bouillonner en lui le désir de la protection des intérêts de la population congolaise. Il a sa place là-dedans. Et par la grâce de Dieu, certaines personnes qui nous ont suivis dernièrement, ils m'ont dit, ah, mais on a vu, on t'a fait porter des chardes. Enfin, frère Roger, tu es devenu politicien. Je dis, non, 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 je ne suis pas devenu politicien. J'assume le fonction dans cette plateforme de neutralité que j'aime. Parce que je vais défendre. J'ai toujours défendu l'intérêt de Dieu et l'intérêt de la population. Certains sont allés même plus loin à croire que je commençais à faire la politique. Ce n'était pas ça. C'était tout simplement ma capacité intellectuelle que Dieu m'a donnée de mettre au service de la population la vérité sur l'information qui doit circuler ici dans la capitale. Donc, ce n'est pas une plateforme politique. Et nous demandons à tous... Mais quelle était l'opportunité de créer cette plateforme? Justement, c'est parce que nous sentons que l'Église va jouer un rôle très important dans les jours à venir. Les dialogues aura besoin des gens neutres, sincères dans leurs pensées, qu'on ne peut pas corrompre par l'argent. Vous imaginez, pour la petite identité que j'ai dans le pays, Vous voyez, vous là, quelqu'un venir avec 100 000, 200 000, 1 million de dollars et me dire, Baka prend, et prenons des fonctions politiques, accepte ce que nous sommes en train de faire. Aussitôt, je passe à la télévision et je vous dénonce. Alors, prophète Roger Baka, on a parlé déjà de la raison de cette guerre. Hein? Vous avez dit qu'il y a un plan. Conçu. Par qui? Par l'oligarchie. Il y a un groupe d'hommes. Depuis quand? Waouh, ça date, hein? 1789, déjà avec la Révolution française, ces plans devaient déjà être constitués. 1885, avec l'État indépendant du Congo, ces plans étaient déjà entrés en marche. La République démocratique du Congo est une nation qui se fait mondialiste. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes très compétitifs. Dans le jour à venir, quand Dieu aura effectué ce qu'on appelle les réalignements politiques avec de nouveaux acteurs politiques, le Congo deviendra une nation que tout le monde voudra avoir le visa pour venir. Et je vous l'annonce aujourd'hui en termes de prophétie. Je suis passé à la télévision en 2022. Je dis aux gens qui suivent mes émissions, l'Éternel dit qu'il va présenter le Congo au monde en 2025-2026. Ceux qui suivent les émissions vont le comprendre. Le Congo a été présenté au monde par la Coupe du Monde. Je répète, sans mâcher les mots, l'Éternel m'a confirmé en 2011 alors que j'étais en train de prier. Je mettrai dans votre pays un président qui s'appellera Tshisekedi. J'ai des gens qui peuvent les témoigner dans les émissions que je fais. Ndeko Basile, Ndeko Flavien, Roussak. Qui d'autre je vais citer? Et après cela, Dieu m'a dit, voilà ce que je ferai dans la suite des temps. Maintenant, il y a un plan qui existe. Essayons d'analyser en quelques 2-3 minutes. Oui, oui. Il faut prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à la domination mondiale. Il y a une catégorie de gens. Minimes sont-ils? Ça s'appelle premièrement en termes d'identification les Coven. Les Coven, c'est l'ensemble des 13 pays, des 13 familles, voulais-je dire, qui prennent des décisions sur le monde entier. Ils existent. Leur dernière réunion était en Hollande, Pays-Bas, en Bavière. Et les gens ne veulent pas chercher l'information. Ces gens sont soutenus par ce qu'on appelle le Bilderberg. Ils sont au nombre de 500. Au-delà de cela, il y a les Rothschild, la famille de Rothschild. Avec la fameuse revue économique que vous suivez des fois, The Economist, qui paraît chaque novembre et décembre pour donner les prédictions des années qui viennent. Je vous dis ceci. Il fallait éclater l'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis aujourd'hui et je m'arrête là. Le plan est l'éclatement de l'Afrique de 64 ou 65 pays, je peux me tromper, à 100 pays. Il faut éclater les fameuses nations de la conférence de Berlin, Afro-Asiatique, conférence de Bandung, 1955. Il y a un programme d'éclatement de l'Afrique. Ce programme veut faire quitter l'Afrique de 64-65 pays à 100 pays. Le pays visé pour l'éclatement que vous appelez balkanisation, le Mali, le Soudan, on tente avec les Nigérians, avec ces gens qui font des dégâts, ça ne passe pas.
Malheureusement, la République démocratique du Congo, déjà en 1957, le patriarche Lumumba va dire avec un livre, Congo, terre d'avenir est menacée. Comment à cette époque Lumumba savait déjà que nous sommes menacés? Vous avez connu le Soudan du Nord, Soudan du Sud. Vous avez eu des problèmes avec toutes ces nations-là. Mais écoutez, n'avez-vous pas entendu en passant le concept de soudanisation être mentionné en République démocratique du Congo? L'objectif, c'est l'éclatement du Congo. Et pour atteindre cet objectif, il y a eu des mécanismes de fabrication identitaire. À la manière de Perestroïka et de Glasnost avec l'URSS. Vous avez cet homme que les États-Unis ont préparé. Ils l'ont formé. Le président, son nom m'échappe, Mikhail Gorbatchev. Vous vous souviendrez que l'URSS a connu son éclatement et toutes les nations sont parties jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Poutine il réclame l'Ukraine. Vous avez vu l'éclatement de l'URSS. Et demain, si nous ne faisons pas attention, c'est l'éclatement de la République démocratique du Congo. Et les gens qui soutiennent cette guerre, Rwanda, Ouganda, nous avons appris, semblerait-il, qu'il y aurait plus de 27 à 32 espions français. Semblerait-il, je parle en français, ne m'en tenez pas rigueur, très cher ambassadeur de la France, qui ont été retrouvés ici. Ils sont venus faire quoi? Et donc, mettez-vous en tête, le premier mécanisme, c'est le mécanisme militaire. C'est cette guerre qu'ils sont en train de nous faire. Le deuxième mécanisme, pour donner de la puissance, du tonus à l'action militaire, il faudrait développer ce qu'on appelle la guerre bactériologique. Il y a des grandes industries pharmaceutiques qui manipulent les germes de certaines maladies qui sont déjà arrivées bien avant, pour former une bombe bactériologique. Posez-vous donc la question aujourd'hui, pourquoi l'Ebola ne frappe que vers l'Ituri et ne frappe que vers le Nord Kivu, le Sud Kivu? Parce qu'il y a un plan qu'on appelle Ordo Ab Kao. Lorsque vous voulez mater une nation qui veut s'affranchir de la domination étrangère, comme le Congo est en train de prendre son élan maintenant, seulement qu'il ne faut pas les laisser aller dans les domaines militaires. Je vous informe, on a fait 15 ans en République démocratique du Congo, nous étions sous l'embargo militaire. Vous pensez que c'était logique? C'était un plan, empêchez-les de se défendre. Maintenant, comme on est en train de mettre en place le mécanisme d'une armée dissuasive, on nous attaque maintenant en termes de guerre bactériologique. Il suffit seulement de remporter une liquide et d'entrer dans l'espace congolais. Les libérer, ça se transforme en gaz. Et ça va provoquer des épidémies. Alors, vous ne comprenez toujours pas que cette épidémie, pourquoi ça tourne là en Ituri? C'est une façon d'éliminer la population autochtone. Et après cette maladie, vous devez nécessairement consulter l'Organisation mondiale de la santé pour vous donner encore le médicament pour que vous puissiez, n'est-ce pas, éradiquer cette épidémie. Ça vous demande encore une autre soumission sur le plan politique. Et donc, on aura éliminé la population autochtone, on va y installer une autre population. Cette population, c'est elle qui va servir de la transformation identitaire. Vous aurez les réfugiés. Demandez aux États-Unis d'Amérique, je parle avec conviction. La grande partie, demandez en Australie, renseignez-vous. La grande partie de réfugiés congolais qui descendent en Australie, qui descendent aux États-Unis d'Amérique, viennent essentiellement en grande quantité de l'Est. J'étais-moi aux États-Unis, Washington, Seattle. Je salue le président. J'étais son nom pour ne pas le créer de problème. Nous sommes allés visiter des réfugiés congolais qui parlaient Kinyarwanda. Il y a jusqu'à aujourd'hui en Australie une grande quantité de réfugiés qui se disent être congolais, mais qui à peine ne savent pas comment vous parlez français. Ensuite, cette infiltration fera qu'ils doivent avoir la maîtrise des langues, de nos langues, Chiluba, Swahili. Vous verrez des gens parler Chiluba, il n'a rien à voir avec les racines du Congo. Nous avons été infiltrés au point où l'objectif du Rwanda, c'est de remettre, bon Dieu,
je veux le dire, de reprendre la gestion politique du premier citoyen de la nation. Le pays était déjà géré par le Rwanda. Les citoyens étaient déjà contrôlés par le Rwanda passé. Je vous dis la vérité, mon frère, c'est ceux qui vont vouloir le refuser. C'est eux. Mais moi, je vous dis. Moi, je vous dis que le pays a été, avec l'ouverture du maréchal Mobutu, qui a accepté que ces gens puissent entrer ici. D'abord, je vous informe que tous les Hutus qui sont entrés à l'Est, ils étaient entrés avec des armes. Parce qu'ils ont fui l'extermination des Kagame. Et quand ils sont entrés, où sont partis les armes? Où sont partis ces gens qui aujourd'hui s'appelleraient Kabongo, ils s'appelleraient Matondo, ils s'appelleraient ils sont nombreux, hein, ces Rwandais ils ont pris des noms congolais. Mon frère, nous avons un sérieux problème. Il faut que le chef de l'État continue ces bras de fer, mais tout en se protégeant. Pourquoi? Parce que la dernière dimension, c'est l'élimination physique. Vous parlerez-je de Kwame Nkrumah? Vous parlerez-je de Lumumba? Vous parlerez-je de Thomas Sankara? Homme de Dieu, on a largement... Je te dis merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'ai dit. Nous devons éveiller les patriotes congolais. Laissons les tribalismes. Congo se meurt. Renonçons au régionalisme. Faisons un effort pour éviter que les gens de même tribu se réunissent pour gouverner ensemble. C'est déjà assez l'étape que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, à la veille de 2028, un autre cycle électoral vient. Eh bien, vous commencez à sentir comment les gens bougent. Je crois que si la population ne se réveille pas, toute lutte que nous sommes en train de faire ne peut avoir un sens que si la population se l'approprie. Si ne se l'approprie pas, eh bien, nous sommes en train de passer notre temps. Mais je crois que le temps de la RDC est venu. Le Seigneur fera grâce parce que j'ose croire. Vous savez que Vladimir Poutine collabore bien avec Donald Trump. Aujourd'hui, on est en train de chercher l'identification des... Comment vous appelez ça? Des drones. Qui selon les gens qui ont bombardé à Kisangani, qui continuent à bombarder vers l'Ituri, vers Nord Kivu, c'est revenu de l'Ukraine. Ça c'est revenu de l'Iran. Mais alors les gens nous posent la question, ils disent, ben, à quoi ça sert un gouvernement? Oui, c'est bien. Si c'est pour régler le problème de la société, nous allons faire ces dialogues inclusifs. Mais retenez que même à l'Ukraine, Zelensky vient de proposer un remaniement. Donc, c'est pas mauvais qu'on ait un gouvernement remanié demain. C'est toujours important, mais l'objectif, les regards sur le conflit qu'on va régler. Posons-nous la question, le dialogue va-t-il régler le conflit de l'Est? Sinon, à quoi ça sert? Si oui, on avance. Est-ce que les opposants qui sont ici réellement ont besoin que nous puissions rétablir l'ordre politique? Si c'est ça, c'est bien. Mais si c'est pour des fonctions politiques, quand le gouvernement sortira, nous reprendrons cette image. Vous reverrez les gens que vous avez acclamés qui vont encore vous tromper une fois de plus. Moi, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, je dis que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu, évangéliste et prophète Roger Baka. On ne va pas s'arrêter là, on va finir avec la sortie officielle de PVCC. VPCC. Là, vision prophétique. Vision prophétique. Nous avons tenu un discours que nous allons mettre à la disposition de la population pour que les gens comprennent. Nous nous battons aussi pour les intérêts du pays. Parce que toute la Bible, de Genèse en Apocalypse, c'est une question des gens que Dieu a élevés, mais qui se sont battus pour leur pays. Voilà, on va donc s'arrêter là. Merci. Merci énormément à vous, chers téléspectateurs également. Je pense que vous avez aimé, comme d'habitude, hein, le prophète Roger Baka. Toujours des révélations, toujours un message pas ordinaire. Il y a toujours un plus, une plus-value dans ce qu'il dit. Voilà, c'est pour ça qu'il est tant aimé, tant recherché, tant réclamé. On espère qu'on le recevra encore très bientôt hein, sous ce plateau. Ça sera ma joie. Allez, on va se revoir. À très bientôt. Vision prophétique et charismatique du Congo. Déclaration officielle de la VPCC. Frères et sœurs congolais, serviteurs de Dieu, filles et fils de cette terre bénie, autorités civiles, politiques, militaires, religieuses et coutumières.
La vision prophétique et charismatique du Congo s'adresse aujourd'hui à la nation tout entière avec une voix que nous voulons fraternelle, lucide et courageuse. Notre pays saigne. Notre peuple souffre. Pendant que des hommes et des femmes s'affrontent, se disputent le pouvoir ou défendent des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple. Ce sont des mères, des enfants, des communautés entières qui payent le prix de cette division. Nous refusons de nous taire à ceux qui portent les armes, à ceux qui se battent au nom des intérêts politiques, économiques ou tribaux. Nous disons avec amour, mais avec fermeté. Aucun intérêt personnel, aucune ambition individuelle, aucune puissance étrangère ne vaut le sang d'un seul enfant congolais. La victoire que vous cherchez sur le champ de bataille est une illusion. Elle ne construira ni votre avenir, ni celui de vos enfants. Elle ne bâtira pas la nation. Elle ne vous apportera pas la dignité que vous méritez. Aujourd'hui, la VPCC proclame l'existence d'une troisième voie entre ceux qui combattent et ceux qui fuient. Il existe une voie que Dieu a toujours proposée à son peuple. C'est la voie de la réconciliation. C'est la voie de l'unité et c'est la voie de la souveraineté partagée. Cette voie est ni celle de la capitulation, ni celle de la domination. C'est la voie des hommes et des femmes qui aiment leur pays plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes, qui placent le bien commun au-dessus de leur ambition personnelle et qui comprennent que la force d'un peuple réside dans son unité. Nous appelons donc, avec toute autorité spirituelle et morale qui nous a été confiée par Dieu, à l'unité nationale, sans condition, à la cohésion de tous les fils et les filles de la République démocratique du Congo. Quelle que soit leur province, leur ethnie, leur confession ou leur sensibilité politique, nous appelons à la protection et au respect de notre souveraineté nationale sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire. Du Katanga jusqu'au Kivu, de Kinshasa à l'Équateur, de la Chopo jusqu'au Bas-Congo, la RDC est une et indivisible. La vision prophétique et charismatique du Congo en sigle VPCC s'engage à être sur le terrain de la paix, dans chaque quartier, chaque commune, chaque territoire et chaque province, pour porter ce message, pour former des artisans de paix, pour accompagner ceux qui gouvernent avec le précepte de l'éthique chrétienne et du service désintéressé. Nous n'avons pas de candidats à promouvoir. Nous n'avons pas de clan à défendre. Nous n'avons qu'une seule cause: le Congo et son peuple. Que Dieu
guérisse le cœur blessé, qu'il éclaire les esprits obscurcis, qu'il affermisse les mains de ceux qui bâtissent la paix et qu'il bénisse la République démocratique du Congo maintenant et pour toujours. Pour la vision prophétique et charismatique du Congo, son président, Charles Motondo.